Merci de choisir DBS pour vous informer. Place à l'actualité en Afrique. Au Mali, le mouvement de contestation du M5RFP se dit prêt désormais à soutenir la junte dans son action. La plateforme qui avait mené pendant des semaines une fronde sans précédent contre le président Keïta a eu une première rencontre mercredi avec les militaires au pouvoir dans les locaux de l'état-major du camp de Kati, à une quinzaine de kilomètres de Bamako. Selon les leaders du mouvement, cette prise de contact doit être suivie d'une nouvelle entrevue samedi en présence cette fois du chef de la junte, le colonel Assimi Goïta. Vendredi dernier, la coalition hétéroclite, composée d'opposants politiques, de chefs religieux et de membres de la société civile, a célébré la victoire du peuple, estimant que la junte avait parachevé sa lutte pour obtenir le départ du président Ibrahim Boubacar Keïta. Les militaires ont promis de restituer le pouvoir aux civils dans un délai non précisé et mènent depuis la semaine dernière des consultations avec les forces politiques et sociales ainsi qu'avec les représentants de la communauté internationale. Mercredi, l'Union européenne a rallongé la liste des sanctions contre le pays depuis le coup d'État en suspendant temporairement ses missions au Mali. Le patron de la diplomatie européenne a condamné le putsch et réclamé la mise en place d'un processus démocratique. Dans le même temps, le Conseil permanent de la francophonie, réuni en session extraordinaire en vidéoconférence, a décidé de suspendre le Mali de l'Organisation internationale de la francophonie. L'échec des négociations avec l'émissaire spécial de la CEDEAO, l'ex-président nigérien Goodluck Jonathan et le refus de la junte d'accepter le retour au pouvoir civil d'Ibeka n'a pas laissé l'OIF indifférent qui a choisi à son tour de punir le Mali. En Côte d'Ivoire, les partisans de Laurent Gbagbo ne démordent pas. La coalition Ensemble pour la démocratie et la souveraineté a annoncé mercredi qu'elle allait déposer la candidature de le chef d'État ivoirien à la présidentielle du 31 octobre prochain. Ceci au lendemain de sa radiation définitive des listes électorales, le tribunal de première instance d'Abidjan Plateau a confirmé la décision de la commission électorale indépendante. Motif avancé, la condamnation de Laurent Gbagbo dans l'affaire dite du braquage de la BCEAO, pour laquelle il a écopé de 20 ans de prison, notamment pour détournement de deniers publics. L'ex-président ne peut donc pas voter à l'élection présidentielle du 31 octobre, ni s'y présenter officiellement. Ce que contestent ses partisans qui dénoncent un procès politique et comptent bien déposer un dossier de candidature en son nom. Actuellement en Belgique, Laurent Gbagbo ne s'est pas encore prononcé publiquement sur une éventuelle candidature. Les candidats ont jusqu'à lundi minuit pour déposer leur dossier et ne doivent pas être nécessairement présents physiquement. Président de 2000 à 2010, Laurent Gbagbo, 75 ans, acquitté en première instance par la Cour pénale internationale, attend en liberté conditionnelle à Bruxelles un éventuel procès en appel. Il a le droit de voyager à condition que le pays d'accueil accepte sa présence. En République démocratique du Congo, les groupes armés ont tué au moins 20 personnes lors d'attaques menées contre 3 villages de l'Est à une trentaine de kilomètres au nord-ouest de la ville de Beni. De sources locales, l'attaque a laissé la population désemparée sur les nerfs, indiquant que ces meurtres sont survenus 3 jours après une attaque similaire qui a fait 13 morts dans des villages à 10 km à l'est de la ville d'Oshoa. D'après le porte-parole de l'armée, l'ennemi contourne les troupes déployées pour protéger l'intégrité du territoire national afin de s'attaquer aux populations. Selon les données des Nations Unies, les combattants des forces démocratiques alliées, mouvement islamiste ougandais actif dans l'est de la RDC depuis plus de 30 ans, ont tué plus de 1000 civils depuis le début de 2019. Pandémie de coronavirus en Afrique, la courbe est fortement au ralenti. Selon les chiffres officiels, le continent recensait 1,2 million de cas de contamination au 25 août 2020. Mais le nombre de nouvelles infections qui avait atteint le chiffre record de 20 984 le 24 juillet est en diminution constante depuis cette date. Il est passé sous la barre des 10 000 le 22 août. De quoi donner espoir que l'Afrique s'avance peut-être vers le bout du tunnel. À en croire les experts du CDC, le phénomène est particulièrement visible dans les 2 pays les plus impactés par la pandémie, l'Afrique du Sud, 613 000 contaminations,
et l'Égypte 97 000. En Afrique du Sud, le nombre de nouveaux cas journaliers oscille désormais entre 3 000 et 4 000, contre près de 14 000 au pic de l'épidémie. En Égypte, la courbe s'est effondrée depuis début août et le pays des pharaons n'enregistre plus que 300 à 400 nouveaux cas journaliers. Le ralentissement similaire s'observe au Ghana, à Madagascar et au Kenya, ainsi qu'au Nigeria. Les courbes du Sénégal et du Cameroun sont plus atypiques, marquées par une sorte de plateau prolongé qui signale une transmission communautaire cependant contenue. Pour l'heure, les inquiétudes concernent la Namibie et les pays voisins du géant sud-africain qui n'ont pas encore atteint leur pic épidémique et certains pays d'Afrique du Nord confrontés à ce qui ressemble à une seconde vague. Au Kenya, le président Uhuru Kenyatta a confirmé mercredi une baisse progressive des cas de coronavirus entamés depuis un mois dans son pays. Avec un ton résolument optimiste, il a annoncé 213 nouveaux malades en 24 heures pour un total de 33 000 personnes infectées. À cet effet, le président kenyan a annoncé de nouveaux allègements. Les hôtels peuvent reprendre la vente d'alcool, les restaurants resteront ouverts 1 heure de plus. 100 personnes à la fois sont désormais autorisées au mariage et enterrement. La vente de vêtements d'occasion peut recommencer. Les événements sportifs vont reprendre graduellement. Au Soudan, le procès de l'ex-président Omar el-Béchir pour sa participation au coup d'État qu'il a porté au pouvoir en 1989 a été ajourné au 1er septembre. Ce procès avait été suspendu le 10 août et prévu pour se tenir le 25 du même mois, mais les avocats ont demandé un report du procès brandissant que la salle d'audience ne convenait pas pour assurer la distanciation sociale nécessaire face à la pandémie de nouveau coronavirus. De plus, la première audience n'avait duré qu'1 heure, car la salle n'avait pas pu accueillir les 191 avocats de la défense. De sources judiciaires, le procès de mardi prochain sera consacré aux demandes présentées par les avocats de la défense. Les 28 accusés doivent répondre du coup d'État qui a porté l'ex-président au pouvoir, un procès inédit dans le monde arabe. Omar el-Béchir et plusieurs des accusés risquent la peine de mort pour avoir renversé il y a 31 ans le gouvernement démocratiquement élu du Premier ministre Sadek al-Mahdi. La Cour d'appel avait rejeté la requête des conseillers de la défense de libérer sous caution 3 accusés. Voilà qui fait l'essentiel de l'actualité en Afrique.